pause, quand est-ce que vous indiquez l'implantation d'un pacemaker chez ce genre de patient et comment vous aménagez ces patients-là pour le suivi ultérieur? Oui, alors c'est un point important, hein. Quand on diagnostique ces patients avec des amyloses à transthyrétine, on va prendre juste ce type d'amylose. Il faut vraiment regarder leur électrocardiogramme, éventuellement avoir un Holter pour bien voir effectivement quel est leur niveau d'altération de la conduction. C'est-à-dire que l'amylose, l'infiltration amyloïde, elle va toucher l'interstitium du myocarde, les valves, le péricarde, mais également en fait les tissus conductifs. Et ces patients-là vont, dans leur évolution de maladie, avoir des troubles de la conduction, donc du BAV du troisième degré, de la dysfonction sinusale, puisqu'ils ont également l'infiltration atriale. Et il est très important de leur implanter des pacemakers précocement. Pourquoi? Parce que si on attend qu'ils aient ce trouble conductif, ils vont être à 30 en échappant à 30 par minute. Mais avec la cardiopathie amyloïde, le degré d'hypertrophie de ces patients, la réduction du volume d'éjection systolique est à 30 par minute. C'est une réduction massive en fait du débit cardiaque. Et ils vont mourir de choc cardiogénique, voire mourir de mort subite avant d'aller voir le rythmologue pour l'implantation. Donc il faut effectivement prévenir ces troubles, cette survenue de troubles à la conduction par l'implantation d'un pacemaker. Donc il n'y a pas de recommandation internationale sur ce fait, mais dans notre expérience, on va regarder déjà l'ECG de surface et s'il y a des troubles conductifs à type de bloc de branche droit plus un BAV1 ou de bloc de branche gauche chez ces patients, on va les implanter précocement. Et le cut-off de la fréquence cardiaque? Alors, le cut-off, voilà. Alors, après, la deuxième partie, donc ça c'est pour prévenir la trouble de la conduction, chez ces patients-là, dans leur altération en fait, de leur essoufflement, de leurs symptômes et dans l'altération de la qualité de vie, il y a une réduction du débit cardiaque qui est liée à la diminution du volume d'éjection systolique. Débit cardiaque égale fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique, mais également une réduction de la fréquence cardiaque qui est liée à la maladie et une insuffisance chronotrope qui s'installe chez ces patients. Insuffisance chronotrope qui a lieu initialement à l'effort. Et donc pour les rythmologues, il faut penser à brancher l'asservissement à l'effort, mais également au repos. Et souvent, plus ces patients s'aggravent, plus ils ralentissent spontanément leur fréquence cardiaque de repos. Et ça vaut le coup de discuter des fois de les implanter et de les stimuler avec une fréquence cardiaque, donc au niveau atrial, s'ils n'ont pas de trouble de conduction, à 70 par minute, c'est la meilleure fréquence optimale. Et puis quand ils vont s'aggraver dans le cas de leur insuffisance cardiaque, on va les accélérer en augmentant progressivement la fréquence cardiaque, donc de base 70, puis après 80, et dans les formes très très sévères, ils sont en décompensation cardiaque quasi permanente, on peut les mettre à 90 au réglage parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'accélérer leur fréquence cardiaque pour leur faire gagner en débit. Et puis éviter bien sûr les médicaments dromotropes et chronotropes négatifs, les bêta-bloquants, qui vont aggraver ces patients. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous.